Bonjour Séverine Collinet. Bonjour Hélène. Alors Séverine, vous travaillez au laboratoire du bonheur. Bonheur, exactement. Bonheur, c'est laboratoire bonheur. Laboratoire bonheur, exactement. Voilà, et vous êtes professeur à l'université de Cergy-Pontoise. Tout à fait. Et alors j'ai vu que ça s'appelle CY Cergy Université, c'est ça? Exactement, CY Cergy Paris Université. CY Cergy Paris Université. Et le CY veut dire quoi exactement? C'est pour la dénomination qui a été revue ces dernières années. Et en gros, c'est Cergy Paris Université. Et ça veut dire que c'est mondial, que vous avez des... Il y a une dimension internationale. Ah voilà, c'est ça qui est très très important. Et donc ce laboratoire, c'est vous qui l'avez créé? Non, le laboratoire, il a été créé avec d'autres collègues, par d'autres collègues. La directrice actuelle, c'est Béatrice Mabillon-Bonfils. C'est le premier laboratoire européen qui a été donc créé en 2018 et qui est dédié aux questions relatives au bien-être dans les organisations éducatives. D'accord. Ce qui veut dire que les enfants vont être tous très heureux d'aller à l'école. On l'espère, en tout cas on y travaille. Effectivement, on a créé un label École du Bonheur. Donc avec les collègues, nous avons réfléchi à la création de ce label. C'est quoi les écoles du bonheur? Ce sont donc des établissements scolaires, écoles primaires, collèges, lycées, qui œuvrent au bien-être dans les établissements. Et ces établissements sont labellisés par notre laboratoire de recherche. Très bien. Donc ils sont libres d'y adhérer ou pas? Oui, souvent ils nous contactent, ils font des propositions, ils présentent leurs dispositifs, leurs projets, leurs initiatives, et puis on regarde un peu ce qui a été fait, on entre en communication avec eux pour déterminer à partir de critères s'il y a la possibilité de labelliser ou pas. En tout cas, il y a une volonté d'accompagner les établissements, voilà, tous les établissements qui œuvrent au bien-être des élèves et des enseignants aussi. Oui, parce qu'il faut donner cet enseignement aux enseignants, déjà. Tout à fait. Alors, effectivement, il y a deux philosophies qui sous-tendent le label École du Bonheur. La première philosophie, c'est la coopération entre des scientifiques en éducation et des élèves, des parents d'élèves et des enseignants. Et puis la deuxième philosophie, elle consiste à dire évidemment que le bien-être, on n'est pas seulement dans une dynamique de bien-être pour mieux apprendre. Ça, c'était la manière d'envisager le bien-être il y a quelques années. Mais on considère que le bien-être peut être appris, peut être enseigné. Ça, c'est très bien, très très bien. Et donc, effectivement, l'idée, c'est être heureux pour apprendre, mais aussi apprendre à être heureux. Voilà. Et vous avez enseigné à vos enfants à être heureux? Oui, j'ai essayé. Je ne sais pas si je suis parvenue, mais en tout cas, le savoir si vous y êtes parvenue. Ils sont heureux, vous m'avez dit. En tout cas, voilà, je crois que avec les nouvelles générations, il y a une sensibilité forte à la notion, voilà, des émotions, du bien-être, de l'empathie. De l'impact de chaque phrase, de chaque mot sur l'autre. Donc je crois que c'est éminemment important. C'est un énorme progrès. Tout à fait. Un énorme progrès parce que les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, quand j'entends des parents dire nos petits monstres, c'est déjà une parole difficile, quoi. Oui, tout à fait. Ou alors, toi, tu es paresseux et tu n'y arriveras jamais. C'est comme un anathème qu'on mettait sur l'enfant parce qu'il n'a pas de protection vis-à-vis de ça quand il est petit. Complètement. Et c'est pour ça que c'est important aussi, je crois, de faire appréhender la mesure et l'impact de chaque mot, de chaque parole. Aux enseignants, aux élèves. Oui. Aux parents, donc c'est vraiment un accompagnement global et de aussi repositionner l'acte par rapport à ce que l'acte qui émane de la personne. Donc c'est l'acte et pas directement la personne. Donc je crois que c'est important de faire cette distinction. Ah, très très bien. Oui, mais c'est un énorme progrès, ça. C'est vraiment un pas de géant qui est fait pour
pour le monde, quoi. En tout cas, je pense que les choses évoluent dans le bon sens, dans la mesure où il y a une évolution, il y a un changement de paradigme, hein, où on cherche à situer vraiment le bien-être au centre de l'éducation. Et alors, vous avez un programme par rapport à ça, ou c'est vraiment au coup par coup, selon les établissements qui vous contactent? Alors, c'est vraiment les établissements qui nous contactent. On a 15 établissements qui ont été labellisés. 20 autres seront labellisés d'ici la fin de l'année. Donc, je peux apporter des exemples concrets, hein. Par exemple, à La Réunion, il y a eu tout un travail autour de la notion de musée éphémère. Et par exemple, lors du dernier cyclone, les parents d'élèves, les élèves et les enseignants étaient submergés par les émotions. Donc il y a eu tout un travail autour d'œuvres d'art qu'ils ont créées, qu'ils ont exposées au sein de la cour de récréation pour justement évacuer ces émotions. Il faut savoir aussi que l'école de La Réunion, et La Réunion, c'est un laboratoire de diversité culturelle. C'est vrai. Et donc les parents d'élèves participent à l'enseignement de langues, donc l'indonésien, le mandarin, le créole, le tamoul. Donc c'est un exemple, on en a bien d'autres. Par exemple, on a un collège en Polynésie où là l'idée ça a été d'intégrer les savoirs autochtones au sein du collège pour se rapprocher des réalités locales, familiales, des réalités des élèves. Et donc, les enseignants des différentes disciplines ont travaillé sur un événement commun, une fête, Eva Torea, pour justement appréhender plus finement et intégrer les savoirs autochtones au sein de l'établissement. C'était dans quelle île ? C'était une île au niveau de la Polynésie. Ah d'accord, c'est pas Papeete ou c'est pas Tahiti, vous savez pas. Ok, il y en a en Afrique aussi. Alors, il y a effectivement, il y a en Afrique, il y a par exemple un lycée labellisé au Sénégal. Et donc là, l'idée, ça a été de travailler sur le sentiment d'appartenance des élèves. Et donc, il y a des gouvernements, entre guillemets, scolaires qui ont été mis en place pour que les élèves aient leur mot à dire au niveau des actions, du fonctionnement, de la vie institutionnelle, et ça va bien au-delà d'un simple conseil de la vie lycéenne. Il y a aussi en Inde, où là, on est dans une école qui travaille beaucoup sur le plaisir d'apprendre, notamment les matières scientifiques et notamment les mathématiques. Et puis, on a aussi un établissement à Carpentras, où là, il y a eu tout un travail sur le bien devenir, parce que le bien-être, c'est aujourd'hui, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner les élèves dans leurs projets. Et au niveau de l'établissement de Carpentras, il faut savoir que c'est un établissement avec des élèves issus de milieux très populaires. Et donc, quand les élèves arrivent à l'école, quand on leur demande ce qu'ils voudraient faire plus tard, en gros, les garçons souhaitent devenir footballeurs et les filles souhaitent devenir instagrammeuses. Et donc, le travail qui a été réalisé avec les enseignants, ça a été de pouvoir ouvrir leurs perspectives, leurs horizons de vie et de créer des rencontres autour de la connaissance des métiers. Différentes de footballeurs. Exactement, donc en faisant venir des pilotes de ligne, des médecins, des musiciens, etc. Pour que il y ait une ouverture. Et puis, il y a eu des débats philosophiques qui ont été organisés au niveau de l'établissement sur la réussite. C'est quoi réussir dans la vie et c'est quoi réussir sa vie. Très bien. Voilà. Et voilà. Et donc, c'est important parce que je crois que ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous n'intervenons pas
auprès d'établissements ou d'écoles entre guillemets boboisées. Ça ne veut pas dire qu'on exclut des écoles, c'est pas du tout ça l'idée, mais c'est aussi de pouvoir intervenir dans des établissements et auprès de populations qui appellent cette philosophie du bien-être. Et qui ne connaissent pas. Et qui connaissent en tout cas différemment, autrement. Et voilà, il y a aussi une culture du bien-être à développer, oui, tout à fait. Et par rapport au stress des élèves, par rapport aux examens, aux compositions, etc., vous avez... Parce que je sais que la méditation est entrée dans les écoles, dans certaines écoles, il n'y a pas très très longtemps. Oui, oui, tout à fait. Et donc, vous avez fait des programmes aussi pour la relaxation et tout ça. Alors, favoriser tout ça. Les établissements, parce que nous, on ne propose pas de programme. Hein, ce sont on labellise des écoles qui existent déjà. Et donc, bon nombre d'établissements, effectivement, proposent de la méditation, du yoga, de la relaxation, du chant, etc. pour justement... accompagner les élèves dans la gestion du stress et les accompagner dans leur réussite et que cette réussite se fasse avec sérénité. C'est formidable. Et quel est le rapport avec les Happy Schools de l'UNESCO ? Alors, le label École du Bonheur entre en synergie avec le programme international de l'UNESCO Happy School. Donc, il faut savoir que le label École du Bonheur, c'est un réseau de solidarité. Donc, par exemple, il y a une école à Madagascar qui se situe à 30 km au nord de Tanarive et où il n'y a rien du tout. Et donc, la seule aide qui arrive, elle arrive de l'extérieur. Et donc, il y a eu tout un travail de solidarité et un réseau de jumelage entre élèves qui s'est mis en place et où il y a un autre établissement qui a mis en place des cagnottes avec des élèves qui ont un peu plus que d'autres et qui ont mis en place des cagnottes pour que à la rentrée prochaine, il y ait du matériel, un tableau, etc. Et donc, le programme Happy School, c'est un référentiel mondial. Voilà, l'UNESCO a produit un rapport en décembre 2024 et a énoncé 4 piliers majeurs pour la transformation de l'éducation. Donc, ces 4 piliers tournent autour des personnes, des processus, des lieux et puis des principes. Et le dernier pilier, donc les principes, est transversal aux 3 autres. Et nous, avec le label École du Bonheur, on a repris ces 4 piliers à travers une charte. Donc, ce n'est pas du tout des principes prescriptifs ni descendants, c'est plus une proposition avec une vision commune des écoles du bonheur. Et donc, on a décliné les 4 piliers, donc avec les personnes, l'école des liens, les processus, l'école du sens, les principes, une école ancrée dans le vivant, et puis une école comme promesse d'avenir. Beau, magnifique. Et j'ai vu que Boris Cyrulnik est parmi vous dans ce laboratoire. Tout à fait. Depuis longtemps, depuis le début. Alors, Boris Cyrulnik, lui, il a été parrain d'un parcours de formation, d'un master qui a été créé par les membres du laboratoire, les membres permanents du laboratoire Bonheur, et qui s'intitule Bien-être dans les organisations. Et donc, il a été parrain, effectivement. Avant la création du laboratoire du Bonheur, il était non, il a été parrain après. Et avant lui, il y a eu Edgar Morin. Il y a eu aussi cette année Rebecca Shankland qui a beaucoup travaillé avec Christophe André, notamment sur les liens d'interdépendance. Et puis cette année, ce sera Philippe Mérieux qui sera parrain du master bien-être dans les organisations. Et alors Boris Cyrulnik, lui, c'est par rapport au traumatisme et il apporte tout ça, je suppose. Alors, il a été parrain et puis en fait les étudiants ont travaillé et les enseignants aussi autour de son ouvrage Le laboureur et les mangeurs de vent.
Et donc, l'idée, là, ça a été de travailler sur un spectacle recherche. C'est reprendre des idées forces de son ouvrage et puis les mettre en scène avec un spectacle mobilisant de la danse, des illustrations, du chant, des films. Voilà, mais de façon, cette fois-ci, plus conceptuelle. Et donc, ça a été l'idée de travailler sur une médiation aussi scientifique. Oui, parce qu'il a fait énormément, Boris Cyrulnik, par rapport à toutes ces choses que les gens ne savent, enfin, qui ne sont pas forcément enseignées dans les écoles, quoi. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses à enseigner dès le plus jeune âge qui pourraient améliorer. On parlait tout à l'heure ensemble du fait que c'est à la base de la paix, du processus de paix, l'éducation. Bien sûr. Et Boris Cyrulnik, effectivement, dans cet ouvrage-là, et dans d'autres évidemment, met beaucoup l'accent sur la liberté intérieure. Et effectivement, je crois aussi que sur cette notion de paix, un chiffre peut-être important à rappeler, on estime qu'il y a entre 80 à 90 millions d'enseignants dans le monde, ce qui signifie que c'est une force de paix considérable et extrêmement puissante. Voilà. À côté de ça, on a encore 250 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. 7 enfants sur 10 qui ne sont pas capables de lire un texte simple, à un âge évidemment où ils seraient censés pouvoir le faire. Et puis l'UNESCO annonce aussi un besoin de 40 à 60 millions d'enseignants d'ici 2030 pour pouvoir scolariser les nouveaux enfants, sachant qu'on est dans un monde qui est en forte augmentation au niveau de la population. C'est formidable. Vous avez d'autres choses à nous rajouter parce que c'est passionnant par rapport à tous ces projets qui se mettent en place de tous les côtés. Alors, il y a un événement fort qui est la Semaine du Bonheur à l'école. Donc, c'est une semaine qui se déroule chaque année, la semaine du 20 mars. Et cette date n'a pas été choisie au hasard dans le calendrier puisque elle correspond. Alors oui, mais elle correspond aussi à la date qui a été choisie par l'ONU à partir de 2013, qui célèbre la Journée internationale du bonheur. Et donc nous, on a souhaité travailler sur une semaine. Les établissements travaillent sur une semaine en présentant et en mettant en place des dispositifs, des projets, des initiatives, des innovations et des expérimentations sur une semaine. On a considéré que c'était une semaine, c'était important parce que ça correspond davantage au temps scolaire. Donc ça, je crois que c'est un événement important puisque au-delà de produire des recherches, comme vous l'avez compris, on travaille sur le label et puis des événements comme la Semaine du Bonheur. Et donc en 2025, ça a eu lieu? Ça a eu lieu en 2024 aussi, 2023 aussi, etc. Et on continuera et donc dans les années à venir. Les enfants expriment ce qui va les rendre plus heureux ou ce qui les rendrait heureux? Alors là, dans ce qui est présenté, en fait, ce sont des expérimentations, des projets, des initiatives. Et donc les élèves vivent et appréhendent cette notion de bien-être dans leur propre établissement. Et après, effectivement, les établissements souvent organisent des restitutions, c'est accompagné par souvent des échanges, etc. Et donc, c'est aussi... Ça fait progresser les choses. Ça fait progresser, et puis c'est aussi des occasions pour appréhender la conception du bien-être et que les élèves puissent évidemment s'exprimer à ce niveau-là. Ça promet des jours heureux, tout ça. On espère. On espère. Vous avez d'autres projets à rajouter? Parce que j'ai vu, vous avez préparé énormément de fiches sur tout ce qu'il y a à dire. Oui, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour, je crois. Peut-être que, voilà. Et puis, on peut peut-être dire les noms des 8 personnes qui s'occupent du laboratoire. Oui, peut-être. Alors, ça, ce serait bien.
Alors, les enseignants-chercheurs, donc Béatrice Mabillon-Bonfils est directrice du laboratoire Bonheur, Linuma Bocage est directrice adjointe du laboratoire Bonheur, Alain Jaillet, Laurent Janin, Javier Nunez, François Durper, Thomas Lecor, moi-même, et j'espère n'oublier personne. Ah oui, vous n'êtes pas en parité hein, quand même, tous les garçons et les filles là-dedans. Il y a quand même encore un petit peu plus d'hommes que de femmes. En éducation, on est quand même assez privilégiés, mais voilà. D'accord. Bah, écoutez, vous revenez quand vous voulez nous parler de ces expériences. Avec grand plaisir, qui sont, merci beaucoup. Merveilleuses hein, pour l'avenir. Merci beaucoup. Et déjà en tout maintenant. Cas, et en France, à part Carpentras, vous avez... On a bien d'autres établissements, que ce soit en France métropolitaine ou et en tout, pour l'instant, les écoles du bonheur labellisées. Donc on en a 15. Et 20 qui vont être labellisées d'ici la fin d'année. Bah, c'est un beau travail, hein. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous, merci pour votre invitation. Merci bien. Merci beaucoup, Séverine.